Je m'appelle Oleg Gita, je suis responsable du programme international. Avant que nous puissions commencer, je voudrais insister sur le fait qu'il y a une interprétation disponible en français et en espagnol. Donc, vous avez une option en bas à droite pour choisir votre langue. Je vous donne donc la bienvenue. Nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes qui vont se joindre à nous. Vous savez que ICPD est une organisation internationale qui s'intéresse à toutes ces questions de dialogue, de la migration, des expériences de chaque pays. Et aujourd'hui, nous allons traiter donc de l'implication de l'engagement de la diaspora. Nous avons aussi un portfolio que vous pourrez consulter, dans lequel toutes les organisations ont participé. Je me souviens, il y a 8 ans, nous avons commencé à traiter avec énormément de questions qui arrivaient jusqu'à nous, qui voulaient collaborer sur ces questions. Par exemple, l'engagement dans des cadres légaux pour les migrants. Donc, cette prolifération de questions et d'intérêts qui, selon beaucoup d'observateurs, coïncidaient avec les efforts globaux du développement de la migration. Donc, nous a effectivement incité à débattre et à obtenir et à comparer les expériences de chaque pays et des mesures qu'ils puissent prendre. C'était aussi, mais ceci c'était il y a 8 ou 9 ans, mais de plus en plus, il y a eu des gouvernements qui ont effectivement établi des cadres légaux, des mesures, des politiques pour favoriser cette question de l'engagement de la diaspora. Il y a donc c'est dans les 120 membres de l'ONU, sur 170, il y en a 120 qui ont déjà installé une organisation pour l'implication de la diaspora. Quand il s'agit aussi d'associer d'associer les expériences et de créer une plateforme plus globale, c'est là que nous avons un rôle principal. Il y a maintenant des institutions qui sont consacrées à cette question et qui sont totalement penchées sur cette question. Donc, nous avons beaucoup d'organismes très importants qui s'impliquent et qui ont donc créé des lois différentes sur cette question. Ça fait un an que nous faisons des recherches sur l'implication de tous les gouvernements, sur l'expérience de tous les pays, sur comment pouvons-nous apprendre les uns des autres. Ça a été un gros effort et c'est comme ça que nous avons fait une analyse sur à peu près 50 pays. Notre intention est effectivement une intention de recherche, mais aussi de parler des événements globaux les plus récents pour contribuer au débat global de l'engagement de la diaspora. Et nous voulons effectivement soutenir les différents gouvernements dans leurs activités et leurs initiatives. Nous avons quatre, pardon. Donc, la capacité de développement, le niveau de la connaissance. Si vous voulez avoir plus de détails sur la question, visitez notre page web.
Suivez-nous aussi sur Twitter. Bon, maintenant, nous allons revenir à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons passer à peu près 1 heure et demie ensemble. Nous allons voir donc les tendances régionales et leurs réalités, et nous répondrons à vos questions si nous le pouvons. Nous avons des représentants de gouvernement, nous avons des représentants des organisations internationales. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous. Bien sûr que, par ailleurs, la réalité du COVID va aussi avoir un impact sur notre réalité. Ça a été un point critique dans l'actualité. Une crise sanitaire très importante et bien sûr peut avoir des conséquences pour le développement futur de nos initiatives. Donc, je voudrais aussi partager avec vous des détails domestiques. Donc, je vous informe que les micros ne sont disponibles que pour les panélistes, les conférenciers. Nous avons une section aussi de questions et réponses et nous vous encourageons à les écrire. Vous les avez en bas de votre écran. Vous avez aussi l'interprétation en espagnol et en français. Donc, choisissez si vous voulez la langue dont vous avez besoin et vous pourrez écouter la traduction. Nous allons par ailleurs enregistrer l'événement, donc ce sera aussi disponible dans notre page web. Je vais vous présenter maintenant nos panélistes, nos conférenciers. Je vais commencer avec ma collègue Fanny Dittel-Mossé. Fanny, qui a fait un très grand travail dans ce travail de recherche. Nous avons maintenant aussi des conférenciers de chaque pays. Nous avons le docteur Olga Golina, elle a aussi une page sur la migration depuis l'Allemagne. Senior Director of Remittances and Development and the Inter-American Dialogue. He is also a fellow for the Center for International Development at Harvard University. Le docteur aussi Alexandre Porteret. Manuel Orozco, qui est de l'Université de Texas. Ensuite, nous avons Paul Asquith, qui est responsable de la région de l'Afrique. Il est aussi impliqué dans le Centre des études africaines. Ensuite, mademoiselle Vani Surapa Morali, qui travaille dans l'Institut des études asiatiques. Elle travaille sur des problèmes domestiques et elle a fait ses études à l'Université de Singapour. Et maintenant, pour finir, M. Alexandre Porteret. Il a travaillé dans la région Pacifique avant et il a fait aussi beaucoup de recherches dans cette région. Je voudrais remercier une fois de plus tous les investigateurs qui ont fait un travail absolument excellent. Maintenant, je vais passer la parole à Fanny, qui s'occupe de toute la région de l'Europe et qui a fait un exercice très intéressant sur cette région. Merci Oleg. Merci à tout le monde pour être ici. Je suis très contente de partager avec vous les premiers résultats de notre cartographie globale. L'objectif que nous allons présenter de cette cartographie est d'avoir une vision générale, ce que nous avons comme engagement de la diaspora quant à la politique
les engagements politiques. La cartographie nous aide à avoir une meilleure compréhension des questions qui appartiennent au pays d'origine. Donc, le premier objectif de la cartographie était, voilà, vous avez ici donc la diapositive. Nous l'avons fait entre le mois de janvier et le mois d'avril. Nous avions à peu près 150 pays, je crois, qui étaient. Nous avons eu des pays d'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine. Et afin de choisir les pays que nous allons choisir, nous avons adopté une méthodologie très compréhensive. Et ce que nous cherchions, c'était d'avoir un échantillon important de pays, de pays de toute taille, de toute réalité économique, et pour voir effectivement l'engagement de la diaspora selon les différentes circonstances de chaque pays. Nous voulons aussi savoir, avoir de l'information sur des pays que nous connaissons moins, par exemple les pays du Pacifique. Donc, toute cette information, vous l'avez sur notre website. Vous avez une carte interactive. Il y a aussi des statistiques qui sont disponibles. En automne, nous allons incorporer 15 nouveaux pays. Et le contenu sera aussi régulièrement actualisé. Donc, je vous encourage à regarder notre page web qui vous donnera de l'information beaucoup plus précise. Maintenant, avant que je puisse passer la parole aux différents investigateurs, je voudrais donner cependant quelques conclusions générales. Nous observons une évolution vers une tendance où il y a plus d'institutionnalisation de cette question. Nous avons des questions, vous voyez sur les cartes, où nous voyons que des lois ont été adoptées dans les 6 dernières années. En Afrique, c'est très clair. La moitié en Afrique de ces pays que vous voyez qui sont signalés, la moitié ont une politique d'engagement de la diaspora. Mais nous avons aussi eu du progrès en Asie et en Amérique latine. À peu près 2/3 des pays traitent et ont une section qui s'occupe de l'engagement de la diaspora. Nous avons aussi remarqué qu'il y a un intérêt croissant de cette question de l'engagement de la diaspora et sur le sujet des droits politiques des migrants. Donc, de plus en plus, par exemple, on a ouvert et on a permis le droit de vote à ces migrants qui sont en dehors de leur pays. Dans d'autres pays, il y a aussi, nous avons observé la possibilité d'avoir la double nationalité. Kazakhstan, par exemple, et ils ont effectivement établi une politique qui permet que les migrants, leur diaspora, ont pratiquement les mêmes droits que leurs propres résidents. Si nous voyons la tendance principale, il y a beaucoup de questions similaires dans toutes les régions. Par exemple, quant au versement, mais aussi à garder des liens avec leur diaspora, quant aux événements qui se passent
dans leur pays, mais ils ont aussi des priorités. Par exemple, en Amérique latine, ils sont beaucoup plus centrés sur les versements. Dans le Pacifique, ils se concentrent plus sur les flots migratoires et sur la possibilité de changer, de revenir. Et en Afrique, on parle beaucoup de répatriation. Quand on regarde les secteurs principaux des pays d'origine, nous voyons que l'éducation, la santé, le tourisme sont importants dans chaque région. Mais c'est vrai que chaque région a ses spécificités. Par exemple, l'Afrique et l'Asie sont particulièrement intéressés sur les énergies renouvelables, durables. En Europe de l'Est, on est particulièrement intéressé pour la technologie et aussi sur les questions de changement de climat. Dernier point avant que je passe la parole à un conférencier. Ce que vous voyez sur cette cartographie, vous voyez que les pays d'origine ont quand même une capacité assez limitée à mobiliser la diaspora. Il y a 3 défis principaux. Il y a un manque d'institutions appropriées qui puissent prendre en charge cette diaspora, mais il y a aussi que le cadre légal, les cadres légaux sont assez obsolètes et pas actualisés. Ensuite, il y a un manque de connaissance de la diaspora et de son potentiel. Et donc, il est difficile de créer des programmes intéressants pour cette diaspora parce qu'on ne la connaît pas bien. Et de savoir s'il y a des possibilités d'engagement et d'investissement dans le pays d'origine. Et ensuite, il y a aussi un certain manque de confiance. Donc, je pense que cette cartographie est un premier pas pour essayer de remplir ce manque d'informations qu'on a en général, parce que nous avons aussi apporté à notre recherche beaucoup d'expériences réelles qui se sont passées dans chaque région. Donc, notre objectif étant effectivement de provoquer une meilleure collaboration entre les différentes diasporas et les différentes expériences. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Fanny, de cette présentation. Nous entendons très bien, il y a un très bon son et tu as bien décrit la situation générale. N'oubliez pas que nous avons une page web. Je vais partager notre page web. Je crois que Charlotte l'a mis dans le chat. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous sur notre page web et vous verrez, si vous rentrez dans les sections des cartes, vous verrez donc chaque pays. Je crois qu'il s'agit de 50 pays, non pas de 150 comme j'ai cru le comprendre au début. Donc, je vais passer la parole à Maria. Elle va nous montrer aussi une carte et parfois on va voir son visage. Donc, vous pouvez choisir de la regarder ou de regarder la carte. Donc, s'il vous plaît, maintenant, on va rentrer vraiment on va rentrer dans le cœur de la matière. Chaque conférencier a à peu près 4 ou 5 minutes. Je sais que c'est très difficile de donner toute cette information dans un temps aussi réduit, mais nous n'avons pas plus de temps et nous voulons écouter tout le monde. Donc, je vais passer la parole à Olga Gulina. Donc, Olga, pourriez-vous nous présenter les tendances principales en Asie centrale et Europe de l'Est?
Hello everyone. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier l'équipe d'avoir compté sur moi. Vous avez tout à fait raison. Les politiques dans la région dont je me suis occupée sont centrées donc en Asie centrale et en Europe de l'Est. Il y a la première raison pour laquelle il y a eu peu d'initiatives légales. Elles ont un passé commun. Tous ces pays de la diaspora, Aralman, l'Ukraine, nous parlons effectivement de ces pays qui ont obtenu l'indépendance des États-Unis. Donc, ils ont effectivement, il y a eu un gros mouvement de migration à ce moment-là et beaucoup d'initiatives d'engagement de la diaspora. Avant que ces pays soient indépendants en 91, c'était très rare qu'il y ait un engagement dans la diaspora de ces pays. De nos jours, la tendance depuis l'indépendance a énormément changé. Tous ces pays sont maintenant très intéressés à leur diaspora. Ils sont très intéressés sur le sujet de leur diaspora et ils s'en occupent énormément. Ils préservent effectivement, ça leur permet de préserver tout leur passé culturel et leur passé linguiste. Which literally means a returnee. Ukraine used, il y a même un mot qui fait référence à la personne qui revient à son pays, qui a donc émigré et qui ensuite revient. Et on lui a remis un certificat qui confirme effectivement qu'elle est originaire de l'Ukraine, de son pays, et peut revenir. Which literally means a returnee. Donc ce mot Oralman en fait veut dire une personne qui revient. Donc ça a été créé dans le vocabulaire. Meaning or a negative perception in Kazakhstan. Therefore, he suggests and announced that a new term has to be introduced in the legislation. And since the beginning of 2020, lawmakers of Kazakhstan, depuis le début de which literally in Kazakh language means a person with the same blood. Donc, depuis effectivement cette indépendance, depuis 1991, la mentalité a énormément changé et ce qui était avant était une personne très mal considérée, qui était la personne qui revenait à son pays. Maintenant, ça a complètement changé. Depuis 1991, seulement l'Arménie et Géorgie sont les deux seuls pays qui ont en fait créé des institutions sur la question de la diaspora. Until 2090, Armenia has et ils ont depuis 2019, en Arménie, ils ont maintenant un commissionnaire qui dépend du Premier ministre. Tous les pays de ce profil ont déterminé et ont une liste très détaillée de tous les acteurs principaux acteurs dans la diaspora.
In Armenia, there are a lot of forums who work Et with ils ont établi beaucoup de forums d'échange avec cette diaspora dans le monde entier. Donc, il y a des détails très intéressants dans le travail qu'ils ont fait avec les diasporas. Merci beaucoup, Olga. Je suis sûre qu'il y aura des questions, mais nous en parlerons un peu plus tard. Maintenant, je voudrais passer la parole à Manuel Orozco qui va parler des réalités des pays de l'Amérique latine et des différentes régions. Donc, Manuel, je vous passe la parole. Bonjour à tout le monde. Je veux tout d'abord effectivement féliciter l'organisation qui a permis ce webinaire, le travail de Fanny, de Oleg. Je voudrais tout d'abord parler de certains problèmes qui pourraient situer un peu la situation dans les pays d'Amérique latine. La situation du COVID-19 a vraiment eu un impact sur les pays de l'Amérique latine. Dans la diaspora de l'Amérique latine et des Caraïbes, c'est une diaspora contextuelle, géographique, et il y a un développement comme conséquent de ce mot diaspora. C'est surtout un concept qui as diasporas do so in relationship to the distant brother, the distant friend. Oui, le fait d'émigrer de ces pays a vraiment créé une distance avec les personnes qui sont restées dans le pays. Donc, il parle un peu du frère lointain qui est parti, qui les a, entre guillemets, peut-être un peu abandonnés. Donc, cette définition récente de la diaspora et l'engagement de cette diaspora est quelque chose d'assez récent. Et dans l'agenda politique, ça a vraiment en fait une priorité assez basse. Les politiques institutionnelles, tout ça sont très peu concentrés sur cette question, mais l'intérêt est surtout économique. Il faudrait effectivement, leur priorité est d'institutionnaliser un peu un intérêt économique et de se centrer surtout sur les versements. Et le type de politiques qui sont instaurées ont beaucoup plus à voir avec les transactions, comment faire faciliter l'arrivée des versements, etc. Dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe en Amérique latine. Il y a peu de coopération internationale. And diasporas in economic aspects. The impact of COVID has been dramatic. L'impact du COVID a par ailleurs été vraiment dramatique dans ces pays. Nous avons eu un des taux les plus élevés de décès. Et bien sûr, les États les plus fragiles ont vraiment ressenti les conséquences de cette crise sanitaire. Nicaragua, le Salvador, l'Équateur, la Bolivie, ce sont des États plus fragiles et ils ont été très frappés par cette crise parce que les versements ont énormément diminué, les versements de la diaspora. Donc, il y a un déclin très important des versements depuis le mois de juin.
so 10%. Et il y a probablement une baisse d'à peu près 10% de ces versements. Bon, ça dépend des pays, évidemment. Le déclin parfois est de moins 7%, mais enfin, en moyenne, moins 10%. Les gouvernements, par ailleurs, se rendent compte que la diaspora souffre depuis cette crise sanitaire et ils essaient de se concentrer sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider cette diaspora. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre attention. Merci beaucoup, Manuel. Nous aurons aussi des questions à vous passer. Nous voyons que le concept de diaspora est bien différent dans votre région et l'impact du Covid. Effectivement, le mot diaspora peut provoquer différentes interprétations. Et bien sûr, l'impact du Covid est une question clé dans cette situation, et spécialement sur les reversements. Maintenant, je vais passer la parole à Paul, qui parle du continent africain. Paul, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce continent? Bien sûr, et avec un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne peux pas parler pour les autres, de la part des autres conférenciers, mais ça a été fascinant de travailler avec vous et de préparer ce webinaire et cette session. Fanny a parlé de certains aspects qui est la reconnaissance croissante de la diaspora et aussi, par exemple, le droit de vote. Je crois que l'engagement envers la diaspora est effectivement croissant et ça permet de les impliquer dans la vie sociale et la vie politique aussi. L'autre tendance que j'ai observée aussi, qui est un changement dans le modèle économique, ce qui était un modèle qu'on appelle le travailleur invité. Et maintenant, nous essayons par ailleurs de les rechercher, de les capter, de les séduire pour qu'ils s'impliquent dans le pays d'origine. Ce processus, bien sûr, a coïncidé avec la globalisation et le fait que la force de travail africaine s'est de plus en plus impliquée dans le développement, dans l'économie globale. Donc, il y a beaucoup effectivement d'Africains qui sont partis et qui retournent chez eux et qui commencent à participer à l'économie locale. Donc, effectivement, les termes de l'engagement changent à partir de ce moment-là. Donc, il y a une claire invitation de la diaspora à investir dans leur pays d'origine, mais aussi transférer des capacités, de l'expertise. Il y a par ailleurs un intérêt politique pour l'intégration de cette diaspora lorsqu'elle retourne dans son pays. Nous avons 6 régions en Afrique qui a effectivement une institution qui s'occupe de cette question. Donc, ça a beaucoup aidé les États africains à développer de nouvelles lois, de nouveaux programmes et des cadres pour aider la diaspora. L'autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est la professionnalisation de cette diaspora et le personnel, bien sûr. Il y a effectivement maintenant des départements, des institutions qui s'occupent de la diaspora, qui dépendent du ministre des Affaires étrangères.
Donc, ils ont des ministères qui s'occupent de cette question, par exemple au Mali. Et tous les pays qui ont été impliqués dans le processus de Rabat et Khartoum, ils ont vraiment été bénéficiés de donateurs externes qui soutiennent ces pays, et particulièrement l'Union européenne et les États membres. Alors, par ailleurs, c'est vrai que les implantations et les processus sont assez lents en Afrique. Il y a beaucoup de pression politique locale et bien sûr des désaccords et des discussions entre les compétitions, les ressources, etc. Donc, ça rend les processus très lents, comme vous le savez. Mais il y a par ailleurs au niveau du continent différentes organisations, les citoyens africains, le directorat diaspora. Je vais arrêter maintenant, mais je serai ravi de répondre aux questions de chacun. Donc, nous retournerons à cette question de l'Afrique. Je trouve que c'est très intéressant ce rôle du continent et les initiatives qu'ils ont prises pour encourager le développement de la diaspora et l'investissement de cette diaspora et le fait que les institutions ont suivi ces initiatives. Je vous rappelle que vous pouvez donc partager vos commentaires. Je vais maintenant passer la parole à l'Asie, à Rodohoy. Nous allons voir les tendances dans cette région. Et je vais donc passer la parole à Vani Sarupa Murali. Vani, c'est votre tour. Est-ce que Vani est là? Voilà. Merci de m'avoir invité aussi. Je remercie toute l'équipe. Je vais parler de certaines initiatives qui permettent de créer un environnement propice. On peut aussi parler de recommandations qui ont été mentionnées au départ. Le fait de créer un environnement propice alors, ils essayent effectivement de créer un certain nombre d'initiatives dans l'énergie, la science, la technologie. Au Bangladesh, par exemple, c'est très clair donc, c'était un effet très positif de la migration, c'est que cette diaspora a ensuite investi pour développer certains secteurs. Donc, ça a beaucoup aidé le pays. Ça a permis ils ont investi, cette diaspora a investi dans le secteur de la construction, dans le tourisme. Il y a aussi des pays qui travaillent avec des organisations internationales comme l'IOM et l'ILO. C'est spécialement crucial pour des pays qui commencent juste maintenant dans des initiatives de l'engagement de la diaspora. Un bon exemple, ce serait par exemple l'Afghanistan, où nous avons vu l'importance du développement de la diaspora et ils ont ils ont compté sur l'IOM pour implanter des politiques de la diaspora. L'IOM aussi les a aidés à réunir de l'information sur la diaspora. Ils ont aidé à identifier les problèmes critiques.
Donc, ils les ont impliqués dans la reconstruction le processus de reconstruction du pays. Donc, c'est vrai que les experts afghans retournent donc chez eux et ils viennent de 29 pays et ils peuvent vraiment développer leur pays d'origine. Nous avons aussi l'exemple de la Chine. Ils avaient, dans le cas de la Chine, donc ils avaient ce bureau des affaires de Chine de l'outre-mer. Et donc, ce comité devait développer des schémas d'innovation pour attirer du talent. Et dans le cas de l'Indonésie, par exemple, il y a aussi un réseau important qui a eu beaucoup de succès dans, par exemple, le lobbying des droits de la diaspora, et aussi l'utilisation de la carte de diaspora. Il y a aussi l'exemple du Népal qui est intéressant. Et ils ont effectivement fait un schéma où ils ont promu l'association des résidents non népalis pour remplacer le réseau ancien d'électricité pour le transformer en LED. Ce projet a réussi à remplacer à peu près 10 millions de lumière, pardon, de lampes. Et en Chine, si nous revenons sur cette question, ça a énormément amélioré le statut du migrant chinois qui était très mal considéré dans le passé. Merci beaucoup, Vina, c'était très intéressant. Nous voyons qu'ils prennent des initiatives très claires. Donc, nous reviendrons sur cette question, Vani. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole au dernier conférencier, qui est donc Alex, qui va nous parler un peu du Pacifique. C'est intéressant de voir ce qui se passe aussi dans cette région du Pacifique. Donc, Alex, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Oui, il y a donc 6 pays du Pacifique qui ont été impliqués dans cette étude. Fidji, Kiribati, Papouasie, Micronésia. Et quand on regarde l'engagement de la diaspora dans le Pacifique, la première tendance que nous observons, c'est que beaucoup de pays de cette région ont des politiques de diaspora, même si c'est une région avec des petits pays. Mais en fait, il y a en fait beaucoup de ces pays qui ont plus de population qui vivent à l'étranger que dans leur pays d'origine. Et c'est vrai que la diaspora, principalement, se dirige vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Un autre élément clé, c'est l'importance des versements de cette diaspora. Il y a beaucoup de travail saisonnier et tous ces travailleurs saisonniers renvoient les versements dans leur pays d'origine. Par exemple, en 2019, Tonga a été un des pays avec le nombre le plus important de versements. D'autres pays comme Samoa, par exemple, dépendent énormément de ces versements de leur diaspora. Donc, c'est vrai que les pays maintenant
ont des initiatives très claires sur comment impliquer leur diaspora et comment les impliquer dans des améliorations de leur propre pays. Ça contribue, par exemple, à développer le tourisme, à des initiatives humanitaires, à, par exemple, aussi aider le processus de récupération après des événements de désastres naturels. Alors, c'est vrai que c'est une région qui est très punie par le changement du climat. Donc, c'est important, très important pour eux. C'est vrai que donc ils sont aussi très intéressés sur la préservation de leur culture et de leur identité. Donc ça, c'est aussi une de leurs priorités. Dernier commentaire, très peu par ailleurs, très peu d'institutions en place, très peu d'initiatives légales et de cadres légaux pour soutenir cette diaspora. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Vous avez aussi donc apporté un nouvel élément qui est donc les désastres naturels. C'est vrai que c'est une région très frappée par ce genre de circonstances et c'est un point intéressant. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir parlé donc des réalités de vos régions. Nous sommes à peu près à la moitié de notre webinaire. Je voudrais maintenant passer aux questions-réponses et regarder un peu les questions du chat. Donc, c'est vrai que là, nous pouvons rentrer dans les détails, de chaque région. Je veux peut-être revenir avec Olga. Vous avez parlé, Olga, d'une tendance unique à votre région qui est donc la répatriation. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus de cette question de répatriation et nous donner certains exemples, Olga? Et comment les gouvernements contribuent à cet engagement de la diaspora à se repatrier dans leur pays? Merci de votre question, Olga. La répatriation dans nos pays dépend effectivement de l'État, mais le pilier principal de la politique de migration, 7 des pays qui sont maintenant indépendants, donc c'est 7 États dont j'ai parlé qui ont obtenu leur indépendance en 91, chacun de ces pays ont des politiques et des programmes de répatriation qui sont des répatriations de certaines ethnies qui vivent dans d'autres pays. Ces programmes diffèrent selon le groupe, selon leurs circonstances, mais leur point commun, c'est que tous ces pays ont commencé à être intéressés à faire revenir et répatrier leur diaspora. Par exemple, Kyrgyzstan, la politique principale Kazakhstan et Kyrgyzstan sont 2 exemples particuliers et qui ont un programme de répatriation. Et
Ils ont besoin effectivement d'augmenter leur population pour obtenir le statut d'État. Donc, ils veulent rapatrier des ethnies qui sont parties et ça leur permettra de renforcer leur statut d'État. Ça permet aussi d'avoir plus d'investissements pour construire des écoles, d'avoir une population plus jeune. Merci beaucoup, Olga. Je voudrais maintenant répondre à une question qui est sur le chat. Financial remittances instrument. Of course, the context is raised, the question is raised in the context of Africa, but I would like to extend this question also to Manuel because he Comment touched on it. pouvons-nous effectivement parler du fait que la diaspora est principalement un outil financier pour les versements? Paul, est-ce que vous pourriez développer un peu le contexte africain sur cette question? Merci de cette question qui est excellente. Alors, c'est certain qu'en Afrique, les versements restent très importants de cette équation, mais c'est vrai qu'il y a un changement, nous observons un changement. Et nous avions cette relation historique qui était où l'État africain était un peu « paye-moi mais ne dis rien ». Maintenant, elle officialise cette situation et donne disons, des avantages et elle rend ce mécanisme plus sophistiqué. Par exemple, la Somalie. En Somalie, les versements représentent 25 à 30% du produit intérieur brut. C'est vrai que les États africains veulent aussi développer vraiment des investissements, c'est-à-dire qu'il y a un retour de ces versements, par exemple des investissements dans l'immobilier, dans le tourisme, dans des initiatives d'entreprise. Merci. Merci, Paul. Parlez-nous un peu des Caraïbes, Manuel. C'est un peu la même chose que Paul. Il y a une compréhension un peu assez crue de la diasporie et une reconnaissance assez crue parce que c'est effectivement, il y a un intérêt économique principal autour des versements. Et c'est comme s'ils le considéraient comme un mal économique nécessaire. Et il n'y avait pas au début, effectivement, aucun retour d'engagement du gouvernement par rapport à ces versements. Il limitait seulement aux versements, faciliter ce qu'est la transaction du transfert, mais pas plus. For example, there are very important lessons and experiences and benchmarks. Il y a par exemple des leçons très intéressantes et des expériences très intéressantes qui étudient la question de ces versements et dans quelle mesure il peut y avoir un aller-retour, non? Mais les gouvernements sont très lents et très peu intéressés. Même si ce n'est pas dans leur priorité, disons, même s'ils reconnaissent que c'est fondamental. C'est le problème principal. On a travaillé sur cette question depuis à peu près 20 ans. Et c'est toujours le même débat autour des transactions, comment rendre les transactions plus faciles,
Mais est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement de faire une reconnaissance et de donner des droits particuliers à cette diaspora? C'est pas clair. Mais c'est vrai que c'est toujours très lié à l'intérêt économique. Merci beaucoup, Paul. Manuel, je vois que nous avons beaucoup de questions, ce qui est très intéressant. Nous allons rester un petit peu dans le contexte africain. Il y a une question de Guy Paulin. Country of origin. Thank you for your excellent question. The short answer is there's La not réponse courte, c'est que nous n'avons pas assez d'informations pour répondre à cette question. C'est quelque chose que mon organisation essaie de répondre à cette question depuis quelques années. Donc, nous aimerions effectivement en savoir plus sur ces flots d'investissement et dans quelle mesure, quelle est leur importance et dans quelle direction ils vont. Donc, nous savons, quant aux investissements, que 30% des versements sont utilisés pour des investissements productifs, mais c'est très difficile de faire un suivi de ces investissements et de la liaison directe entre le versement et l'investissement final. Une question maintenant pour Manuel et Vanny aussi. Une question pour monsieur, de la part de monsieur et Mrs. Sakpon. Diaspora engagement. So maybe Vanny, we start with you. Donc Vanny, est-ce que vous pouvez parler de la réalité en Asie? Je vais donner un exemple. Quand il y a une connexion qui a déjà été établie, par exemple, l'ambassade de l'Indonésie à Berlin, par exemple, elle organise un forum de la diaspora. Donc, il y a un dialogue régulier entre la diaspora et le gouvernement. Le gouvernement aussi à Bruxelles réunit des professionnels indonésiens. Donc, ça favorise l'échange d'informations et toute cette information retourne au pays d'origine et étudie comment nous pouvons effectivement avoir un retour de cet investissement et un transfert de capacité. La même chose pour Monsieur Orozco. Quel est le rôle des ambassades et quelles entités peuvent être utilisées pour favoriser cette communication entre la diaspora et le pays d'origine? Je suis peut-être un peu stoïque sur tous ces problèmes. Dans mon expérience, c'est un peu mon expérience est un peu similaire à celle de l'Afrique. Et finalement, les initiatives sont principalement réactives et pas simplement un soutien pour les aider à faire tout le papier administratif, les transactions plus faciles, etc. Mais il y a vraiment très, très peu d'initiatives et d'initiatives proactives qui permettent le dialogue entre ces communautés qui vivent à l'étranger. C'est principalement réactif et fonctionnel. Et sur le problème économique, c'est la même chose. Donc ça, c'est la menace principale.
C'est vrai que on a observé quand même qu'il y a eu une expansion des consulats, mais les gouvernements craignent beaucoup que tout cela ne les aide pas et que leur politique commence à être très polarisée et ne les aidera pas au niveau local. Donc, très peu d'initiatives proactives. Merci, Paul. Nous avons une autre question et j'aimerais que vous contribuiez tous à cette autre question. Il demande cette question. The following: who are they? Where are they? And what Qui sont ces diasporas? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que nous avons cette information? Le concept de connaître la diaspora en profondeur. Qui sont-ils? Où travaillent-ils? Que font-ils? Quelle est leur profession? Quelle est, Olga, votre expérience? Olga, please unmute yourself. Yeah. Olga, please. I hear you. Yeah. Merci. C'est une très bonne question. On pourrait y passer des heures. Je vais essayer de donner une réponse courte. La politique sur les diasporas est vraiment en train de se construire. Et la question clé, effectivement, c'est qui sont-ils? Qui sont ces personnes? Avant l'indépendance de 91, personne ne savait qui étaient ces personnes qui étaient parties. Après l'indépendance, il y a eu un intérêt grandissant, mais c'est vraiment, nous sommes au début de ce travail. Nous n'avons pas une réponse complète. Il y a une définition en fait très très large de cette diaspora. Et leur intérêt est spécialement centré sur des ethnies concrètes qu'ils connaissent, mais il y a certainement beaucoup plus de profils dans cette diaspora. Et je crois que nous n'avons pas une réponse claire à cette question de qui sont-ils. Merci, Olga. Est-ce que nous avons la bonne réponse en Afrique, Paul? Qu'est-ce que vous en pensez, Paul? Dans la plupart des États africains, la définition de la diaspora qui est utilisée implique deux générations, même 3 générations en dehors de votre pays. Où sont-ils? Ça dépend beaucoup de la région d'Afrique de laquelle on parle. Ça dépend de la proximité géographique. Le nord et l'ouest, la destination principale, c'est l'Europe. Dans l'Afrique du Sud, c'est assez différent. Il y a bien sûr, en général, ce sont des pays anglophones, le Royaume-Uni, l'Australie. Mais en fait, ce qui est vrai aussi, c'est que la plupart de la diaspora africaine, en fait, réside dans d'autres pays africains. Une particularité, par exemple, dans les Seychelles, par exemple, il y a une grande diaspora d'origine indienne. Donc, depuis les Seychelles, ce serait une implication avec l'Inde. Allons vers le Pacifique maintenant. La notion de la diaspora
C'est aussi une question complexe. Ici, on n'utilise pas le terme diaspora, on utilise le terme citoyen migrant. Il y a plusieurs pays qui ne comprennent pas, qui ne savent pas qui est la diaspora. Par exemple, Fidji est une diaspora assez qualifiée. Ils travaillent ils travaillent principalement dans l'industrie de la technologie. Ils ont essayé beaucoup, depuis le gouvernement de Fidji, de se diriger à cette diaspora donc qualifiée. Et pour qu'il y ait un retour sur Fidji et qu'il y ait un investissement dans les business de Fidji. Par exemple, ils se dirigent beaucoup à la diaspora de Fidji en Australie. Et en Asie, Vanni? C'est assez similaire à ce que Olga a commenté. Il y a certains pays qui ont une vision assez historique. Et par exemple, il y a des pays qui le considèrent encore comme des ennemis. Mais petit à petit, c'est quelque chose qui change. Et maintenant, ils comprennent que ce sont des groupes qui peuvent aider à reconstruire leur pays. Donc, ça a énormément changé. Dans le sens aussi, qui sont-ils pour répondre à cette question? Au début, il y avait beaucoup de migrants non qualifiés, mais maintenant, il y a de plus en plus de migrants qualifiés, donc ils peuvent effectivement apporter à la reconstruction et à la situation économique de leur pays. Merci, Emmanuel. Manuel. Manuel, est-ce que tu as un peu évoqué cette question? Très brièvement, est-ce que tu peux apporter un peu plus d'informations? Manuel? Je crois que le problème principal, c'est que la perception vraiment de l'opportunité et il n'y a pas d'intégration de plusieurs générations encore parce que c'est une migration vraiment basée sur la nécessité et l'opportunité. La population des migrants, je dirais 50% de nos jours, travaillent aux États-Unis. C'était différent. C'était différent il y a 20 ans parce que c'était 80% qui travaillaient aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup de migrants en Europe, principalement dans le secteur de la construction et des travailleurs domestiques, des salaires très bas. C'est une réalité qui est encore actuelle et le gouvernement la connaît. Donc 80% travaillent dans la construction, 20% travaillent dans le travail domestique, la restauration. Donc ça, principalement, c'est la situation. Merci. Nous avons maintenant une question très intéressante.
favorable policies. Donc, la question est de développer. La diaspora est très intéressée quant aux initiatives qui peuvent être définies dans leur pays. Mais ils observent, cette diaspora observe qu'effectivement, il y a très peu de politiques favorables à leur situation, qui défendent leurs droits. Mes commentaires sont... Je travaille dans ce secteur depuis plus de 25 ans et c'est vrai que parfois les gouvernements ont tendance à penser à faire une négation et à penser qu'ils peuvent solutionner les choses par eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas vraiment parler de cette diaspora. Il faut qu'ils établissent effectivement des institutions de lien avec cette diaspora. Et ce qui permettrait d'établir des budgets. Mais actuellement, il n'y a vraiment rien. Haïti a un ministère de la diaspora, mais je n'ai pas vu, aucune initiative depuis un an. Leurs salaires sont payés et je ne vois pas d'autres avancées. Je crois qu'il faut effectivement pressionner les pays d'origine. En Afrique, par exemple, ils ont essayé de pressionner quand même les gouvernements locaux pour arriver à quelque chose de plus concret au niveau des budgets. En Afrique, effectivement, il y a une prolifération d'initiatives et de situations. How would you measure the interest of the government vis-à-vis the resources? Comment tu mesures l'intérêt du gouvernement? Comment est-ce que vous mesurez l'intérêt du gouvernement, des gouvernements en Afrique? C'est une très bonne question. Je suis tout à fait d'accord avec Manuel. Il faut différencier en Afrique entre différentes choses. Développer une politique de diaspora prend du temps, prend de l'argent, de l'investissement. Donc, ça peut ralentir les choses et ça fait que les États doivent assigner des ressources qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai que historiquement, il y a quand même, nous avons observé un manque de confiance. Donc, ce manque de confiance entre la diaspora et le gouvernement d'origine est palpable. Ce n'était pas sans raison. Il y a eu des situations politiques très, très conflictuelles en Afrique. Donc, ce manque de confiance est une réalité. Alors, et l'autre point, c'est que les gouvernements ne sont pas très bons à communiquer dans leur communication. Donc, il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de choses qui ne se connaissent pas. Donc, il y a vraiment une espèce de disconnexion entre la diaspora parfois et le gouvernement. Olga, je crois que tu as commencé l'introduction en mentionnant effectivement le rôle des gouvernements. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'initiatives gouvernementales et de ressources qui ont été assignées à ces questions? Thank you. Interestingly, all what Manuel mentioned. Tout ce qui a été mentionné par Manuel, l'aspect du budget et de l'aspect financier est vraiment un problème. Le problème principal est quel est l'intérêt
Quel est l'intérêt pour le gouvernement? Quel est le type de groupe qui puisse intéresser le gouvernement? Et ici, nous voyons une tendance très claire. Des gens jeunes, ils sont aussi particulièrement intéressés à préserver l'aspect linguistique et culturel. Donc, ils sont prêts à financer des initiatives qui pourraient aider à préserver l'aspect linguistique, l'aspect culturel. Et ils le font, par exemple, à travers de fondations. Ils ont différentes fondations dans ce sens-là. Ça, c'est la proposition principale. Maintenir le contact avec la diaspora autour de ce genre d'initiatives et qui sont préoccupés par leur tradition culturelle. Je dirais qu'il y a une seule exception qui est l'Arménie. La diaspora arménienne est très ancienne et pendant très longtemps, elle a résidé en Russie, pardon. Et là, avec l'Arménie, comme c'est une diaspora quand même beaucoup plus ancienne, il y a une place assez grande pour le transfert de capacités. Une dernière question que je voudrais auquel je voudrais que vous répondiez tous. Il y a une très bonne question de Asia et Serena. C'est une question qui a à voir avec un commentaire de Manuel. Est-ce qu'il y a un espace pour que la diaspora gagne de la crédibilité et de la place dans leur pays d'origine? Comment la diaspora peut effectivement gagner de l'influence et du poids au sein de leur pays? Je voudrais vous proposer de un peu conclure autour de cette question. Peut-être que cette fois-ci, nous pouvons commencer avec l'Asie. Vanni, je vous passe la parole. Comment vous voyez cette question de gagner de l'influence? Je pense qu'en Asie, une chose qui a été très utile, qui a été de donner cet espace de la diaspora dans les droits civils de la société et des citoyens. Par exemple, au Népal, también, il y a l'organisation des résidents non népalais. Donc, il y a ils travaillent ensemble et ils créent des réseaux pour que ces Népaliens qui ne résident pas au Népal gagnent de l'influence dans la situation économique du Népal. Il y a aussi une organisation qui est surgie comme une organisation centrale pour les migrants népalais. Et ils transfèrent ensuite leurs besoins et leurs besoins au gouvernement. Je crois que ça, c'est un outil très utile. Et aussi l'autre mécanisme dont j'ai parlé, qui est leur implication dans leurs droits comme citoyens de leur côté. Dans le Pacifique, la contribution de la diaspora et l'influence qu'elle peut avoir dans leur pays d'origine, il y a une énorme différence d'après les études que j'ai vues. Leurs contributions financières sont considérées être normales, mais on compte très peu sur eux au moment d'avoir de l'influence dans la politique du pays.
Pour l'instant, c'est uniquement limité à ce qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Certaines visites qu'ils font, mais je crois que vraiment dans le Pacifique, on pourrait faire beaucoup plus dans ce sens-là. Quant à l'Afrique, on a observé quand même des avancées parce qu'ils ont le droit de vote, ils ont des droits politiques. Donc, il y a une claire influence de cette diaspora dans certains pays. Il y a des organisations africaines qui travaillent dans ce sens-là. Une question excellente à nouveau. En général, les gouvernements, effectivement, ne considèrent pas l'impact de cette diaspora jusqu'à temps que cette diaspora commence à pressionner. Donc, il y a différents acteurs, différentes communautés, différents exemples. Et ils ont été très actifs, ces diasporas, à faire du lobby pour réaliser une pression politique auprès des gouvernements. Même si ça ne leur donne pas de droits politiques, par exemple au Niger, ils ont le droit de vote et là, c'est vrai que la diaspora a une influence importante et a des droits d'investissement. Les versements au Niger étaient 21 milliards de dollars l'année dernière, donc ça prend vraiment des dimensions importantes. Donc, il est essentiel qu'ils se posent la question de quels sont les intérêts de leur diaspora. Donc, c'est vrai que toutes les avancées qui se sont faites dans ce sens-là ont été le fruit des pressions de la diaspora. C'est vrai que l'intervention de la diaspora en général au départ est uniquement basée sur les versements qu'ils peuvent réaliser, mais il y a une claire tendance à demander plus. Et demander plus même de la part de la famille qui reste dans le pays d'origine. Alors, le problème en plus dans ce genre de situation, c'est que très souvent, il y a de l'argent qui peut, entre guillemets, disparaître ou être éparpillé dans différentes directions. Question pour Manuel. We keep asking. I think, let me summarize this. Je vais essayer de résumer. The term diaspora itself is Le terme diaspora est le terme de diaspora est en fait un terme qui remplace celui du migrant. Mais ils ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils ont peur, effectivement, de l'importance et du poids qu'ils peuvent gagner au niveau du pays et du gouvernement, au niveau de leurs droits politiques, leurs droits comme citoyens, etc. Donc, c'est essentiel de s'occuper de cet espace. C'est essentiel que la diaspora crée l'opportunité de renforcer leurs droits, leur poids financier au niveau de leur pays d'origine et qu'ils exigent d'avoir des institutions et de meilleurs outils pour avoir un retour sur le capital qu'ils investissent dans leur pays, sur toutes les activités qu'ils peuvent favoriser dans leur pays. Et il faut qu'ils
qu'ils soient défendus. Et il faut qu'ils aient plus d'assistance, de soutien technique, de soutien institutionnel, de soutien politique. Dans la plupart de ces pays, les versements représentent minimum 5% du produit intérieur brut. Donc, il est fondamental qu'on s'occupe de cette question et qu'on ne fasse pas l'autruche. Donc, il faut qu'il y ait une implication du gouvernement dans cette diaspora et qu'on lui donne des droits et qu'on reconnaisse son labeur. Donc, vous êtes le dernier conférencier à parler. Nous avons donc parlé effectivement des outils qui sont absolument fondamentaux. Olga, je veux dire que la politique de la diaspora est très politisée. Et c'est vrai que maintenant, ils deviennent maintenant un outil politique important. Cette diaspora devient maintenant, mais en même temps, ce problème de la diaspora est aussi un instrument important dans l'agenda international et domestique. Par exemple, un exemple avec l'Arménie, les droits qui ont été permis aux Arméniens au niveau international et ces droits qui ont été donnés et qui ont été permis aux Arméniens n'ont pas été reconnus par le gouvernement local parce qu'ils ont peur, en fait, ils craignent d'encourager leurs propres citoyens à émigrer. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste beaucoup de questions, mais nous devrons y répondre par mail. Donc, nous essaierons de répondre à toutes ces questions un peu plus tard par mail. Nous avons vu que le paysage de la diaspora au niveau international est extrêmement riche, varié et important. Et donc, nous avons énormément à échanger et énormément à partager. Et nous pourrions pas effectivement voir qu'est-ce que nous pouvons faire de plus. Donc, j'ai tendance à penser très souvent que c'est simplement pour terminer, je crois que il me reste 2 minutes et nous allons continuer à effectivement continuer notre recherche et incorporer plus de pays. Tous les résultats et les conclusions de notre enquête et de nos recherches donc, tout ce qui sont des conclusions seront dans notre page web, mais en automne, nous allons continuer et spécialement au niveau européen. Donc, il y a un engagement de la part de l'Union européenne à partager les expériences entre l'Union européenne et toutes les expériences des diasporas au niveau international. C'est vrai que nous voulons encourager les organisations à développer des outils plus efficaces et plus sophistiqués pour protéger et pour encourager leur diaspora et compter sur ce groupe de citoyens. Il y a aussi, nous travaillons aussi sur un schéma de mobilisation de cette diaspora. Donc, nous sommes
impatients et nous voulons continuer, rester en contact avec vous tous à travers nos réseaux sociaux, à travers nos différentes initiatives pour avoir une interaction constante. Donc, je voulais vous remercier spécialement les conférenciers et les panélistes qui nous ont apporté leur information. Fanny, Charlotte, Paul, Olga, Manuel, Alex, Vanny, et de nous avoir aidés donc dans cette enquête et cette recherche. Je voudrais vous remercier tous aussi de nous avoir accompagnés dans cette rencontre et remercier aussi les interprètes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour votre attention.